Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre ce journal sur la chaîne Au cœur de l'Afrique. À la une ce soir, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta dissout le Conseil constitutionnel au lendemain des manifestations perpétrées à Bamako par le mouvement du 5 juin. Une nouvelle équipe constitutionnelle sera installée d'ici la semaine prochaine pour tenter de résoudre le litige politique qui existe au sein de l'Assemblée nationale. Des détails en début d'édition. Et puis, dans ce journal, nous irons à la rencontre des Ouagalais pour parler élections politiques et bien entendu d'enrôlement sur le fichier électoral. Avez-vous votre carte d'électeur? Comptez-vous voter? Ce sont là les questions que nous les avons posées et bien vous serez édifiés des réponses. C'est tout à l'heure en cours d'édition. Il est l'un des pères de la foi catholique au Burkina, membre fondateur du grand séminaire de Wayalguin. L'abbé Nicolas Bado, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a tiré sa révérence le vendredi 3 juillet dernier. L'homme de Dieu a rejoint sa dernière demeure hier à Réau, sa ville natale. Des détails en fin d'édition. Voilà pour les titres de ce 20h. Merci de nous suivre. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé hier dans une allocution télévisée la dissolution de fait de la Cour constitutionnelle. Une décision qui fait suite aux heurts perpétrés vendredi dernier dans la capitale Bamako par des manifestants qui exigeaient sa démission. Des heurts qui ont causé la mort de 8 manifestants et fait une dizaine de blessés. J'ai décidé d'abroger les décrets de nomination des membres restants de la Cour constitutionnelle et d'aller vers la mise en œuvre des recommandations issues de la mission de la CEDEAO. Cette dissolution de fait de la Cour va nous conduire dès la semaine prochaine à demander aux autorités compétentes la désignation de membres pour que rapidement une Cour reconstituée nous aide à trouver les solutions aux contentieux issus des élections législatives, a déclaré le président malien. La décision de la Cour constitutionnelle d'invalider une trentaine de résultats des élections législatives de mars-avril aurait été l'un des éléments déclencheurs de la contestation qui a atteint son paroxysme vendredi dernier. Notons que plusieurs leaders de la contestation ont été arrêtés par les forces de l'ordre maliennes. L'imam Diko, l'un des leaders du M5, appelle quant à lui les contestataires au calme et à la retenue. L'enrôlement biométrique sur le fichier électoral a pris fin ce vendredi dans les provinces du centre et du Oué. En attendant d'avoir les chiffres officiels sur le vivier d'électeurs, une de nos équipes a fait un tour de la ville de Ouagadougou. Objectif, voir qui dispose ou pas de la carte d'électeur. Vous le verrez, les avis sont multiples et divers. Gilles Dasda, Achille Ouedraogo. Fièrement, Aïssata Diasso exhibe sa carte d'électeur. Grâce à ce sésame, elle pourra choisir son candidat lors des votes à venir. Oui, j'ai fait ma carte d'électeur. Ça vaut une semaine de cela. Pour voter, chaque citoyen a le droit de voter qui il veut. Ils sont un certain nombre à s'être fait enrôler, avec comme maître mot qui revient souvent, le devoir du citoyen. Bon, parce qu'on aimait le progrès, quoi. Vraiment, l'évolution des choses, sinon actuellement ça ne va pas. Donc, c'est un citoyen normal. Doit faire sa carte d'électeur pour pouvoir voter. J'ai fait ma carte d'électeur parce que je sais soutenir Burkinabé. Je vais voter un peu pour les gens aussi, pour que les gens les Burkinabés aussi gagnent une équipe pour voter en fait. Parmi les détenteurs de la carte, il y a ceux enrôlés cette année. Il y a aussi ceux en possession de l'outil depuis belle lurette. C'est lors des élections passées. Parce que je l'ai fait parce que je devais, et quand même c'était nécessaire d'aller voter, voilà, et soutenir mon candidat de gagner. Bon, cette année, je n'ai pas encore fait la carte, mais j'ai la carte de 5 ans passés. Ce que j'ai utilisé pour voter avant, et moins de 5 ans comme ça. Et il paraît que non, je peux utiliser ça encore cette année au cas où je n'ai pas pu renouveler. Donc c'est ce que je vais utiliser. Je me suis enrôlée depuis 2015 et c'est cette même carte-là que je vais utiliser pour voter cette année, en novembre 2020. Passé le dernier jour de l'enrôlement, il y a aussi ces personnes qui n'auront pas voix au scrutin prochain, car n'étant inscrites sur aucune liste électorale. Une situation due à diverses raisons. Je n'ai pas une carte d'électeur. Bon, je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Bon, c'est un problème de CNIB. Oui, c'était expiré. Et on n'a pas reçu tôt quand on s'est inscrit. Et l'argument de l'expiration de la CNIB est récurrente. Moi, mon carte était périmé les 14 passés. Je suis parti faire, je n'ai pas eu d'abord mon carte d'identité. Oui, je suis allé première fois, on m'a dit la fiche est finie. Deuxième fois, on dit la fiche est finie. Troisième fois, on dit je suis arrivé en retard. Et il ne prend pas, c'est pas demain matin. C'est comme ça a été.
Hors de question pour lui de ne pas participer au vote de novembre prochain. Et si moi je ne vote pas, c'est pas bon. Moi je dois sortir mon pays. Et de solutions pour régler la situation, il n'en manque pas. Mais ils n'ont qu'à reprendre, ils n'ont qu'à augmenter la date encore. Les dates encore. Voilà. Nous on est là, on est beaucoup qui n'a pas eu. Une chose est sûre, au stade actuel, la CENI ne prévoit pas de prolongement de l'opération d'enrôlement. Les citoyens disposant de cartes d'électeurs sont appelés aux urnes le 22 novembre prochain. Mais y a-t-il quelque chose à espérer? On espère le meilleur seulement. On va essayer de voter, au moins voter. On va voir s'il y aura le changement. Le minimum, c'est de voter d'abord. En rappel, c'est à la date d'hier vendredi que l'opération d'inscription sur les listes électorales par enrôlement biométrique a pris fin, qu'a permis sur novembre pour la tenue du scrutin. Un vote qui sera couplé ou pas, mais ça, c'est une autre histoire. Au lendemain de l'investiture de Roch Kaboré comme candidat du mouvement du peuple pour le progrès, les motivations sont diverses au sein de l'organisation politique à l'égard de leurs candidats. Nous avons rencontré à cet effet Élise Tchombiano, secrétaire nationale des femmes du MPP. Elle revient sur le bilan quinquennal du président Kaboré et réaffirme le soutien de la frange féminine du parti aux candidats. On l'écoute au micro de Benjamin Kwame et de Constantin Sieda. Les jeunes et les femmes du MPP démontrent à souhait que la relève au niveau de notre parti est assurée. Ainsi l'annonçait ce samedi le président du MPP à l'occasion de l'investiture de Roch Kaboré comme candidat du parti. Chose faite, désormais c'est la mobilisation des partisans et sympathisants qui est en vue, en ligne de mire, les femmes et les jeunes. Le secrétariat national des femmes du mouvement du peuple pour le progrès nous révèle que la gente féminine est fortement représentée au sein du parti, d'où leur soutien total à Roch Kaboré. Nous occupons une très bonne place et une place importante. Et vous savez bien que nul ne peut être élu sans les femmes et sans les jeunes. Ce qui fait que le parti nous a donné donc une très bonne place dans le parti. Lorsque vous prenez les instances supérieures, c'est-à-dire donc le bureau exécutif, vous avez les femmes qui sont présentes. Et nous avons également, nous sommes représentés au niveau de toutes les structures. Et même que, c'est-à-dire que dans toutes les structures géographiques, spécifiques, nous avons au moins 30% de femmes qui se retrouvent au niveau de nos instances. Mais mieux, le parti nous a donné l'opportunité de faire des unions. Et vous avez l'Union nationale des femmes du parti. Et cette union est également subdivisée. Vous avez d'abord le bureau de l'Union nationale, ensuite vous avez les bureaux provinciaux, puis vous avez les bureaux communaux dans les arrondissements, les secteurs, les villages. Ce qui veut dire donc que nous occupons une très grande place et une place très importante. Les femmes du MPP trouvent en Roch Kaboré justement l'homme idéal pour prendre de nouveau les rênes du pouvoir. Et cela grâce aux multiples bonnes actions entreprises pour le Burkina Faso, des réalisations d'infrastructures routières, sanitaires, en passant par l'éducation, l'énergie et même une valve d'ouverture sur la démocratie avec son corollaire, la liberté de revendiquer. Tout est à mettre à l'actif de l'actuel chef de l'État burkinabé. Objectivement, pour moi, c'est tout à fait satisfaisant. Nous sommes vraiment très satisfaits de ce qui a été fait jusqu'aujourd'hui. C'est l'homme idéal, c'est une confiance aussi que nous plaçons en lui, parce que nous avons vu ce qu'il a réalisé. Il a toutes les capacités qu'un homme qui dirige doit avoir, et il l'a. Ce qui fait que nous ne pouvons que renouveler notre confiance en celui qui est déjà là et qui a fait ses preuves pour qu'il puisse effectivement conduire encore pour les 5 ans à venir notre pays. Et il faut dire également que c'est quelqu'un qui a quand même pu donner une certaine démocratie, une certaine liberté à la population burkinabé aujourd'hui. Toutes les libertés aujourd'hui se retrouvent au niveau du Burkina Faso. Et je crois que c'est grâce à cette liberté que la forme sociale dont vous parlez aujourd'hui est visible sur le terrain. Cela dénote justement de la démocratie dans ce pays-là. S'il n'y avait pas de démocratie, si les populations étaient opprimées, oppressées, les syndicats, je crois que personne ne serait sorti pour marcher ici ou là ou revendiquer quoi que ce soit. Et justement, le mandat de Roch Kaboré n'aura pas été un long fleuve tranquille. La crise sociale demeure encore, sans oublier le terrorisme, des faits qui devraient entacher sa candidature. Mais la confiance demeure chez les femmes du parti du Soleil Levant qui pensent que le terrorisme n'est pas l'affaire d'un seul individu. Notre point faible aujourd'hui,
c'est effectivement la sécurité. Et je crois que dans ce domaine également, il y a quand même des mesures qui ont été prises et qui ont permis quand même d'avoir quelques victoires sur les terroristes. Et je crois que vous avez suivi avec la loi qui a permis en tout cas aux militaires d'avoir plus d'appui sur le plan logistique, formation, etc., a permis en tout cas d'engranger des victoires. Et également avec le recrutement des volontaires de défense pour la patrie, je pense qu'il y a aussi une avancée à ce niveau-là. Mais nous reconnaissons qu'aujourd'hui, le problème de la sécurité demeure un problème majeur. Mais j'ai foi en tout cas au gouvernement et foi également à la population burkinabé par cette résilience-là que nous viendrons à bout probablement de ce phénomène, de ce fléau. Pour le prochain quinquennat, Thiombiano Foniyama Elise souhaite faire des plaidoyers auprès du parti, positionner réellement les femmes là où il faut. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de faire en sorte à placer effectivement les femmes là où on sait quand même qu'il y a des probabilités que les femmes aussi puissent passer et faire en sorte qu'à l'arrivée, nous puissions atteindre les 30% des femmes, comme le prévoit donc la loi. La secrétaire nationale des femmes du MPP nous confie aussi que durant les 5 années de Roch Kaboré, avec les microfinances pour les femmes, plus de 60 000 associations ont bénéficié de ces crédits. Une première, vous le verrez sur les images, il s'agit du président américain Donald Trump qui porte pour la première fois en public un masque de protection. C'était hier au cours d'une visite à l'hôpital militaire Walter Reed de Washington où Donald Trump et un groupe de conseillers ont porté des masques noirs au cours d'une visite à d'anciens combattants blessés. Le président américain était sous pression de ses collaborateurs depuis des semaines pour donner l'exemple face à l'explosion de la pandémie de Covid-19 aux États-Unis, un geste qu'il minimisait à l'instar d'un grand nombre de ses partisans. Je n'ai jamais été contre les masques, mais je crois qu'il y a un lieu et un temps où ils sont appropriés, avait-il déclaré à la presse américaine. Et dans la même veine, de bonnes nouvelles sur la prévention au Covid-19 nous parviennent de Russie. Les études sur le premier vaccin au monde contre la Covid-19 se sont achevées à l'université Sechenov avec succès. Les essais du vaccin développé par le Centre d'épidémiologie et de microbiologie russe Gamaleya, entamés le 18 juin dernier au sein de l'université, se sont avérés concluants. Le premier groupe de volontaires quittera l'hôpital dès mercredi prochain et le deuxième le 20 juillet. Cependant, les médecins continueront de suivre l'état de leur immunité, de quoi donner de l'espoir à l'humanité frappée depuis des mois déjà par ce mal dont les conséquences ne cessent de s'accroître de jour en jour. L'abbé Nicolas Bado, l'un des pionniers de l'église catholique burkinabé, repose désormais à Réau, sa ville natale. Décédé le vendredi 3 juillet dernier à Ouagadougou, le père fondateur du grand séminaire de Ouayalgan a été inhumé ce samedi devant parents, amis et fidèles catholiques de la région, venus nombreux pour rendre un dernier hommage à l'illustre disparu. Le film de l'oraison funèbre avec Ahmed Nanema. Ils sont sortis massivement pour rendre un digne hommage au baobab du clergé burkinabé dans le diocèse de Koudougou. Cette phase finale des obsèques rendues à l'abbé Nicolas Bado succède à l'Eucharistie qui lui est entièrement consacrée au sein de la paroisse Saint-Alphonse de Ligori de Réau. Ainsi, les chants à son honneur. Suivi des éloges funèbres. Merci pour ce que vous avez fait pour chacun de nous et pour le peuple de Dieu dans son ensemble. Plein d'enthousiasme autant que de vigueur, même appuyé sur son bâton de vieillesse, aimant sans fatigue les gens. Le Christ vient nous rejoindre dans et par la mort de M. l'abbé Nicolas Bado pour nous dire qu'il est le Dieu des vivants et non le Dieu des morts. Démontre à quel point sa vie a été un impact pour une multitude. Nous ne t'oublierons jamais, tu resteras toujours gravé dans nos cœurs. Adieu. Adieu et au revoir.
son départ a provoqué chez nous comme un séisme, parce que c'était, comme on dit, un baobab, chez qui les jeunes et les anciens allaient y puiser du courage et la sagesse pour leur cheminement humain, mais aussi leur cheminement chrétien. Je dis d'abord merci au Seigneur de nous avoir donné un homme de la trempe de Nicolas Bado qui, à travers son humanité, à travers sa personnalité, son caractère, a servi Dieu et les hommes. Il aime l'homme. Et il a donné aussi toute sa vie pour l'Église. Et c'est pas facile de faire comme ça. Quand il ne sait pas comme ça, quand tu donnes toute ta vie, il y a des difficultés. Bon, il y a des facilités, mais lui, il a rencontré beaucoup de difficultés parce que, comme on l'a dit à l'église, sa façon de parler, son franc-parler n'a pas toujours plu. Soucieux du bien-être des hommes, et notamment des jeunes, Papa Abbé Nicolas Bado, comme l'appellent affectueusement ses fils spirituels, a été une véritable source de bénédiction pour la plupart d'entre eux. Il a toujours donné du temps aux jeunes, il a toujours pris du temps pour eux, que ce soit dans le domaine du développement social, socio-économique ou dans le domaine religieux, le domaine spirituel. Eh bien, c'est quelqu'un qui encourageait toutes les initiatives quand elles venaient des jeunes, parce qu'il était fortement, profondément convaincu que l'avenir d'une nation, l'avenir de l'Église reposait entre les mains des jeunes. Difficile d'esquisser un portrait sans faute du serviteur de Dieu, car son long parcours, sa charité exceptionnelle et son dévouement au service du Seigneur rend l'exercice beaucoup plus complexe qu'on ne peut l'imaginer. L'abbé Nicolas Bado devrait fêter en ce jour ses 87 ans, cependant Dieu en a voulu autrement. Décédé le 3 juillet dernier à l'hôpital Saint-Camille de Ouagadougou, parce que beaucoup affaibli par la maladie, son âme repose aujourd'hui auprès des siens, dont Gilles Ondor et l'abbé Marius. À l'image de l'apôtre Paul, Papa Abbé Nicolas Bado a combattu le bon combat au service des hommes, de l'Église, et ses multiples œuvres le témoignent. À ce titre, la mort lui est un gain, car Christ étend sa vie. Voilà, cette information avant de poursuivre ce journal. Le président du Conseil supérieur de la communication a échappé de justesse à une embuscade alors qu'il revenait de Tansarga dans la Tapoa. L'attaque s'est déroulée peu après Kanchari aux environs de la forêt de Bundieri. Son escorte aurait échappé dans un premier temps à une mine artisanale avant d'essuyer des tirs nourris d'hommes armés non identifiés. Fort heureusement, M. Mathias Tankwano et sa suite s'en sont sortis tous indemnes. En Afrique du Sud, 5 personnes ont trouvé la mort hier au cours d'une fusillade perpétrée par des hommes armés dans l'une des plus importantes églises pentecôtistes de la banlieue de Johannesburg. Il s'agirait d'une guerre de succession qui secoue cette église protestante depuis la mort en 2016 de son leader et fondateur, Comforter Clayton Modise. Cette guerre a donné lieu depuis à plusieurs incidents, notamment en 2018, lorsqu'un échange de tirs près des locaux de l'église avait fait 3 blessés. Aussi en 2017, les partis en conflit étaient allés en justice au sujet de la disparition présumée de plus de 6 millions de dollars des fonds de l'église. Une quarantaine de personnes ont été arrêtées suite à cette fusillade, dont 6 blessés conduits à l'hôpital. Le chef de la police a par ailleurs indiqué que les autorités enquêtaient sur la possibilité que cette attaque ait été motivée par une querelle entre les partis en conflit au sein de l'église. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Judith Chimadi vous retrouve demain pour un autre bulletin d'information. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur la chaîne Au cœur de l'Afrique.